Bonjour à tous, Alexandre Blondeau, enseignant en éducation physique et à la santé, avec vous pour un sujet qui m'intéresse excessivement. Ça a été un de mes sujets de prédilection là, du temps que j'étais propriétaire d'une entreprise. Là, ça faisait partie de mes, disons, de mes pauses. Donc oui, effectivement, des fois, quand on est entrepreneur, il faut s'obliger à prendre des pauses. Et puis, j'aimais bien aller consulter soit des sites ou aller lire des livres qui portaient sur une partie de l'histoire de l'humanité très particulière qu'on a appelée le Paléolithique. Donc, je vous fais un petit résumé succinct de la façon dont on a divisé l'histoire. Donc, il y a une partie qui est très antérieure au Paléolithique, qui représente un bon 80% de l'histoire de l'humanité, où on a plus ou moins de renseignements, on ne sait pas exactement, des fois, les humains à un moment donné il y avait plusieurs formes, plusieurs sortes d'humains, pas parler de race non plus, mais il y avait les Néandertaliens, les Homo sapiens, puis il y en a eu beaucoup d'autres. Donc ça, cette époque-là, c'est assez antérieur pour qu'on ait peu de preuves de ce qui a pu se passer. Mais au Paléolithique supérieur, qu'on appelle, on parle de moins 10 000 ans, moins 12 000 ans avant notre ère. Donc à cette époque-là, on commence à avoir quand on creuse dans la Terre, on a des preuves de comment ces gens-là vivaient. Donc, ce qui moi, m'a toujours surpris, c'est au niveau plus culturel, hein, parce qu'on essaie de nous déterrer la manière dont ils mangeaient, mais nécessairement, quand on nous amène certaines formes alimentaires qu'on appelle paléo, je crois pas personnellement que ce soit très juste. Mais ça, c'est un autre sujet. Au sens où est-ce qu'on trouve pas des matières compostables sur les sites archéologiques du Paléolithique. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est de constater que il y a beaucoup de ressemblances à travers le monde à cette ère-là. Pas nécessairement entre moins 12 000, moins 15 000, mais même jusque tout récemment, quand Jacques Cartier est arrivé ici, il y avait des tribus amérindiennes qui vivaient grosso modo v'là 10, 15 000 ans en Europe. Hein. Donc, aujourd'hui, je vais me concentrer à vous décrire un peu ce que les différents archéologues, les chercheurs ont fait ressortir comme culture qui pouvait exister à ce moment-là. Donc, il y avait déjà un sentiment religieux. Donc, on peut trouver des statuettes qui datent de moins 12 000, moins 15 000, où est-ce qu'on voit un couple, par exemple, où on peut voir... puis, habituellement, les représentations artistiques vont être très centrées sur la femme à cette époque-là. Alors que quand on passe au Mésolithique et au Néolithique, les statuettes commencent à de plus en plus représenter les statuettes ou même les pots, etc., ce qu'ils vont trouver dans le sol, vont de plus en plus représenter un guerrier, des armes, la violence. Donc, à partir de là, les archéologues puis les historiens nous ont fait un portrait qui concorde avec ce qui a été trouvé en Polynésie ou sur d'autres continents où on est arrivé, puis il y avait, comme en Australie aussi, hein, les aborigènes, où il y avait des tribus qui étaient grosso modo chasseurs-cueilleurs, puis qui avaient probablement, fort probablement, on peut pas, hein, la science, c'est pas quelque chose d'exact, hein, donc on peut pas être sûr à 100%, mais on a une bonne idée. Donc, grosso modo, le portrait culturel, c'est une absence première de comptabilité. Hein, il n'y a pas d'écriture à moins 12 000, moins 15 000. Donc, la première écriture, c'est l'écriture comptable. Donc, on compte la quantité qu'il y a. Donc, il y a des représentations, par exemple. Hein, on peut trouver dans la grotte de Chauvet des représentations de chasse. On peut voir des mains d'enfants qui allaient peinturer là-bas, qui étaient peinturées, des mains d'hommes, des mains de femmes. Donc, il y a une espèce de hiérarchie très... peut-être une petite vague hiérarchique au lieu d'une pyramide comme aujourd'hui on a. Hein. C'était beaucoup plus équanime comme relation à l'intérieur de ces groupes-là. Donc, nécessairement, puis moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il n'y a pas de dénominatif pour la possession. Hein, quand on creuse un peu plus loin, on essaie de trouver dans le langage de ces peuplades-là, de ces tribus-là, ça c'est plus récent comme recherche, mais on peut extrapoler pour ce qui s'est passé là 12 000, là 15 000. Donc il n'y a pas de mon, il n'y a pas de ma.
Donc, ça n'existe pas quelque chose qui appartient à soi. Donc, à la limite, on a juste à écouter les Amérindiens encore aujourd'hui qui nous disent, ben, j'appartiens moi à la Terre. Ah, ça, c'est une dynamique très, très différente. Donc, on est tranquillement pas vite passé des communautés de l'être archaïques vers des sociétés de l'avoir. Donc, une société organisée, gérée, où chacun reçoit une part qui lui est indue. Hein, puis là, on commence avec le servage, ensuite le salariat, etc. Donc, on a une structuration qui est chapeautée par une autorité, puis beaucoup de gens qui suent énormément. Donc, on n'a pas besoin de rentrer très longtemps là-dedans, mais ce qui m'intéresse à vous démontrer aujourd'hui, c'est que non seulement il n'y a pas de notion de possessivité dans ces sociétés-là, dans ces communautés-là, pardon, mais que non plus, il ne peut pas y avoir une autonomisation de mal-être. Hein? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand on est proximal et qu'on a toujours été proximal avec les mêmes personnes, avec une, deux, peut-être 5 entrées de gens pour compléter les familles de l'extérieur, ben il n'y a pas quelqu'un qui part avec un mal-être et qui va s'autonomiser dans son mal-être. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le mal-être apparaît, par exemple, ça peut apparaître dans une communauté de l'être archaïque. Je me suis fait mal à la cheville, je ne peux pas participer à la chasse, donc je ressens une frustration. Bon, ça, on peut imaginer ça assez facilement. Mais la personne qui vit une frustration ne pourra pas partir de la communauté puis aller nourrir sa frustration pour éventuellement peut-être revenir dans une communauté et là, exprimer une frustration accumulée. Hein? Quand on assiste à un vol, quand on assiste à un abus, quand on assiste à extraire de la valeur marchande d'une population, ben, il y a eu une autonomisation de la pensée. Donc, on peut imaginer dans ces communautés-là archaïques qu'il n'y a pas d'autonomisation de la pensée. Au sens où est-ce que, aussitôt que je suis en mélancolie, que je suis en frustration, que je suis en colère, bien, il y a des gens proximales qui aussitôt vont sentir. Hein? Le meilleur exemple que je prends, quand j'étais coach au volleyball, les filles, je coachais féminin, donc les filles souvent vivaient beaucoup d'anxiété. Puis avant un match, puis de l'angoisse. Hein? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que mes parents me regardent? Etc. Donc il y en avait qui étaient avaient beaucoup plus tendance à tomber dans des états très nerveux, très anxieux. Donc, quand il y en avait une qui était quelque chose, ben, tout le reste du groupe le ressentait. Hein? C'est un bel exemple. Hein? Donc j'en parlais dans une autre vidéo. Le comportement que moi j'ai nécessairement va avoir un impact, que ce soit un comportement positif ou négatif, ça va avoir un impact sur tout le monde qui m'environne de façon proximale, qui peut me voir avec ses yeux, qui peut me sentir avec son nez, qui peut m'entendre avec ses oreilles. Hein? La sapience. Hein? C'est très important, ça. L'homo sapiens, c'est pas pour rien qu'on utilise ce mot-là. Hein? C'est pas l'homo cogitus. Hein? C'est l'homme qui sent, qui ressent. Donc, nécessairement, dans des communautés de l'être, quand il y a une colère, une frustration, une mélancolie, peu importe l'émotion qui est sentie, ou de la joie, de la plénitude, de la satisfaction, bien, toute la communauté autour le ressent. Donc, à partir de là, si il y a quelque chose de joyeux, bien, on festoie tout le monde ensemble, on danse autour du feu. Puis, s'il y a quelque chose... Oh, j'ai presque atchoumé. S'il y a quelque chose, une personne qui ouh, presque. Donc, s'il y a quelqu'un qui... Hey, c'est live, hein, ces vidéos-là. Hein? Uncut. Donc, s'il y a une personne qui part en mélancolie parce qu'elle a perdu quelqu'un, une personne qu'elle aimait qui est morte ou peu importe, ben tout le groupe va être là pour accueillir cette mélancolie, cette tristesse, cette frustration-là. Et tout le groupe va participer à amenuiser ce senti-là. Donc, je pense que ça existe encore, hein, parce qu'on est encore des Homo sapiens. Peut-être qu'un jour, on sera téléchargé sur des puces de silicium, mais pour l'instant, on est encore des Homo sapiens. Puis, ce phénomène-là existe encore, comme je vous l'ai raconté avec mon équipe de volleyball. Donc, si on peut encore vivre du sentiment des autres, ben, c'est qu'il y a encore de la possibilité pour des communautés de l'être. Hein?
Il y a des communautés de l'être archaïques, mais ça ne reviendra pas. Hein, l'histoire, là, elle ne réchauffe pas ses petits plats au micro-ondes pour vous les resservir. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Les modes reviennent, mais l'histoire ne revient jamais. L'histoire, c'est un trait continu qui ne cesse jamais. C'est un archet. Hein? Vous pouvez aller creuser ce concept-là d'archet. Donc, c'est une direction qui n'a jamais de fin. Donc, nécessairement, on ne reviendra pas aux communautés de l'être archaïque. Mais on est peut-être en train de vivre une métamorphose, puis c'est là-dedans que moi je m'inscris à l'intérieur de l'École nationale d'apprentissage par projet. Je m'inscris dans les petites communautés d'où on va ressentir les gens qui sont proximaux à nous. Et le premier devoir, puis je vais terminer avec ça, hein, parce que selon moi, la solution là, wow, est gros là, hein? Donc si le premier devoir de quelqu'un qui est mélancolique, par exemple, OK? Ben, c'est de devenir moins mélancolique. Ben, le premier devoir de la personne qui est très joyeuse, ben, c'est d'être avec la personne mélancolique. Hein? Puis comme ça, il y a une espèce de mélange, puis d'homéostasie des sentis. Puis à partir de là, ben, on peut juste aller ensemble vers meilleur. Donc c'était ma petite capsule aujourd'hui. Donc je vous en souhaite une bonne. Profitez de la vie, ayez du plaisir, soyez dans la sapience. À la prochaine!